Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à The Imitation Game d'un monsieur dont je n'arrive pas à imprimer le nom, pourtant d'habitude je suis un peu meilleur sur les noms, c'est Morten Tildam, je l'ai juste sous les yeux. The Imitation Game, c'est un biopic consacré à Alan Turing, qui est un mathématicien et crypto-analyste qui s'est fait connaître principalement pour deux choses. D'une part, il est le précurseur de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, et d'autre part, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a aidé les Alliés à craquer un code des nazis, ce qui a permis de mettre un terme à la guerre un peu plus tôt que prévu. Les analystes disent qu'en gros, on a gagné 2 ans grâce à Turing. Et pour parler de ce film, j'ai, comme vous le savez, une appréhension plutôt cinématographique des films, pour le coup. Sauf que là, plus qu'on a affaire à un bonhomme comme Turing, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire appel à quelqu'un qui, pour le coup, est un passionné d'Alan Turing, qui connaît très bien sa figure, et qui a une approche un peu plus scientifique des choses, justement pour avoir cette vision-là du film. Donc quoi de mieux que d'inviter ce très cher monsieur Bruce d'y penser. Bonjour Bruce. Salut. Grâce au miracle de l'internet intersidéral, nous sommes connectés pour cette après-séance tout à fait particulier. C'est la première fois que j'ai une configuration comme ça, donc merci de l'inaugurer avec moi. Écoute, avec plaisir. Donc, tu as vu Imitation Game il y a à peu près 2 jours. Oui. Tu m'avais l'air un poil mitigé. Oui. Oui, parce que personnellement, j'ai vu le film, c'est un film qui m'a intéressé, mais je vais être un peu cash et caricaturer un petit peu le truc, mais il m'a intéressé presque comme une page Wikipédia m'intéresserait. Je sais pas si ça fait le même effet quelque part. Bon, moi c'est particulier. Ce qui se passe, c'est que moi depuis que je suis tout gamin, je m'intéresse beaucoup à Turing. Donc ça déjà c'est un truc. Après, effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, le film, l'histoire est superbe, parce que c'est l'histoire qui est superbe. Ouais. Après, le film... comme disait Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure quand il dit j'aime pas dire du mal de gens, des gens, mais c'est vrai qu'il est gentil. Voilà, donc c'est pas un mauvais film. Voilà. Non, c'est sûr, mais c'est un film, comme on en parlait, très académique pour le coup. Académique, maintenant, c'est devenu un terme un petit peu fourre-tout pour utilisé par beaucoup de gens pour dire classique, prévisible quelque part. Et à la base, c'est pas une mauvaise chose académique parce que on parlait de peinture académique, de littérature académique pour faire référence à la fidélité à une tradition. Et au sein de cette tradition, il est tout à fait possible d'accoucher d'œuvres tout à fait bonnes, et même incroyables, n'ayons pas peur des mots. Et je sais pas, dans le sens du cinéma, j'ai l'impression qu'académique, ça s'en remet finalement à la tradition cinématographique, on va dire, qui correspond en gros à l'âge d'or hollywoodien, et à cette période-là, mais pas qu'à Hollywood, pour le cinéma mondial. Donc vraiment des règles très sobres, avec une grammaire filmique très très lisible, très très plan-plan, diront les mauvaises langues. Moi, je suis un petit peu mauvaise langue sur ce film, pour le coup. Il y a un plan quand même au début qui m'a un petit peu surpris quand ils entrent dans un bureau, il y a juste un plan de haut, où en fait c'est comme si la caméra était juchée au plafond et vous voyez tout le monde arriver comme des espèces de petites fourmis qui allaient entrer en communication. Mais à part ça, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien qui m'a particulièrement interpellé pour le coup, mais je pense pas que c'était le propos du film en même temps. Non, c'était son money shot. Il a dit je vais faire un plan comme Brian De Palma et puis après le reste ça va tourner tout seul. C'est le concept du money shot discret finalement, c'est assez... Il a coûté $80, c'était le money shot du film, voilà. C'était une GoPro. Non, mais l'interprétation de Cumberbatch, on peut pas lui enlever ça, est assez incroyable. Alors, non, justement, toi c'est par rapport à la fidélité au personnage qui c'est un peu plus... Voilà. C'est-à-dire que moi Cumberbatch j'adore. J'adore tout ce qu'il fait, j'ai adoré dans Stewart, j'ai adoré évidemment dans Sherlock. J'ai pas encore vu Smog et franchement je suis pas impatient, je sais pas, je le sens pas, mais bon. Mais tu sais ce que j'en pense. Je l'ai même aimé dans Star Trek 2, j'ai trouvé. Ouais. Voilà, donc moi j'ai aucun problème avec Cumberbatch. Je pense qu'il y a un problème peut-être de direction d'acteur. Alors après, je sais pas si le but c'était justement peut-être d'être trop classique, mais j'en ai un peu assez que dès qu'il y a un génie dans un film, c'est nécessairement Rain Man, quoi. Mais Hollywood adore ça, ils adorent la figure du génie qui a un trouble du comportement. Enfin, quand tu vois le film avec Russell Crowe, c'était un homme d'exception. Ouais. Par exemple, ce genre de figure est... Mais lui, ça me choque moins parce que lui était schizophrène. Ouais. Donc de fait, c'était autre chose. C'est comme Rain Man. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec Dustin Hoffman qui fait Rain Man, puisque c'est Rain Man. Ouais. Mais le côté, je suis un génie des maths, donc du coup, je suis infoutu d'adresser la parole ou de regarder les gens dans les yeux. Et on peut me dire des trucs qui sont horribles, on peut me dire que voilà, on a perdu tous ses proches et j'ai rien en avoir à foutre parce que je suis en train de mesurer la circonférence de je sais pas quoi. Ça, voilà, c'est plutôt perçu comme de l'arrogance dans le film. Et c'est pour ça, quelque part, pour moi, pendant les 5 premières minutes, à partir de l'apparition de Cumberbatch, il y a eu une sorte d'écueil Sherlock
Où, Oui, l'entretien d'embauche. Voilà, c'est exactement le même archétype de personnage finalement, l'espèce de génie qui est extrêmement arrogant, à la limite de la sociabilité et qui ne trouve pas du tout de contact humain à cause de ça, qui a eu une existence un petit peu difficile humainement. Et heureusement, l'écueil s'est évaporé à partir de 5 minutes où effectivement on a le même archétype à la base, mais Cumberbatch l'interprète totalement différemment. Il y a vraiment un côté beaucoup plus humain chez Turing. Après, pour le coup, il est techniquement plus humain, vu qu'il a vraiment existé. Donc, il y a quand même un personnage à respecter. Mais donc, Turing, dans la vie, n'était pas vraiment conforme à ça. Turing, après, si tu veux, c'est difficile à dire, parce qu'on n'a pas beaucoup... comme la plupart des travaux qu'il a fait, c'était top secret pendant la guerre et tout, donc on n'a pas énormément non plus de documents. Mais Turing était pas spécialement comme ça. C'était pas un gros sociopathe, je veux dire. On le voit un tout petit peu dans le film, mais c'était un sportif. Ouais. Alors on le voit courir un peu dans le film. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il était à 2 doigts de faire les Jeux Olympiques. Ah oui. De faire le marathon. Oui, il est arrivé, je crois, 4e à je sais plus quelle épreuve de marathon en Angleterre, où effectivement, traditionnellement, les 3 premiers partent au JO, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est... Ouais, effectivement. Bon, on le voit faire du sport dans le film, mais en plus, c'est les bouts d'une même course qu'on voit tout au long du film, à moins qu'il ait changé de Marseille entre-temps, je sais pas. Mais c'est traité vraiment presque comme un leitmotiv, presque plus mental qu'autre chose. Ou alors ils l'ont tourné le même jour, donc c'était au même endroit, ils ont Voilà. dit repars là-bas et recours. Mets ton Marcel Rayet numéro 2. Mais d'accord, je savais pas qu'il a failli faire les JO. C'est ça, non mais je veux dire, le gars était sans doute un petit peu sociopathe, je veux dire, mais comme effectivement les gars qui sont, alors c'est pas nécessairement les génies, mais les mecs qui sont complètement dans leur univers du matin au soir, c'est le mec qui pensait qu'avec des chiffres, quoi. Et c'était, on est à une époque en Angleterre où normalement les gens qui sont brillants ne font pas d'études scientifiques, ils font des études littéraires, ils font de la philosophie, ils font du droit, ils font ce genre de choses. Donc c'est-à-dire que ses proches essayaient de le décourager de faire de la science. Ouais, d'accord. Et un truc qui apparaît, mais pas suffisamment bien, mais je laisse au film le fait que ça apparaît. Je sais pas si on peut spoiler ou pas dans les après-séances. Soyons fous, on va spoiler dans celui-là. J'indiquerai avec spoiler, avec Bruce et avec spoiler. Ouais, c'est pas un gros spoiler non plus, mais c'est qu'à un moment donné, quand il est à l'école, dans sa jeunesse, il devient copain avec un gamin qui s'appelle Christopher. Ouais. Et il donne le nom, effectivement, à la machine qui crée. Alors, ça, pour le coup, je l'ai trouvé nulle part. Je sais pas si c'est une vraie anecdote ou pas, parce que la machine s'appelait Bombe. Ça se fait romancer. D'accord. Mais en tout cas, voilà. Et je pense que c'est le moyen, justement, qu'ils ont trouvé d'expliquer le fait que quand ce gamin est mort, effectivement, en 1930, Turing, en fait, estimait que ce gamin était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus brillant que lui mathématiquement. Et donc, il s'est donné comme devoir dans la vie de réussir à faire tout ce que Christopher aurait dû faire. D'accord. Il s'est donné comme but de vivre la vie de Christopher pour que le monde puisse profiter de ce qu'il aurait pu apporter. Ok. Donc là, on a vu que l'intérêt du film, dans tout son classicisme, n'était pas justement de faire avancer les choses formellement dans le cinéma. L'interprétation de Cumberbatch et aussi des autres, faut pas oublier les autres acteurs qui font un très très bon boulot. Notamment, c'est tout à fait excellent. Comment il s'appelle le mec qui fait le père Lannister dans Game of Thrones? Charles Dance. Dance. Je sais plus. Très très bon dans ce film. Et Matthew Good qui joue Ozymandias dans Watchmen, qui est aussi très très bon. Mais apparemment, il y a plusieurs acteurs de la série. Downton Abbey, je vais y arriver, j'ai du mal avec les noms ce soir. Donc il y a un côté très très anglo-anglais qui est inimitable pour le faire. Donc oui, les acteurs sont excellents, mais voilà, ça fait pas un bon film d'avoir juste des bons acteurs. Scénaristiquement, c'est ça qui m'a vraiment posé question, et c'est des questions aussi que je voulais te poser. C'est les choix de scénario, la manière d'aborder la vie de Turing, parce qu'il y a les biopics qui essaient de faire un truc très très linéaire en balayant toute la vie d'une personne, et ceux qui se focalisent plus sur une partie, on va dire. Et celui-là, quelque part, est à mi-chemin entre les deux, parce qu'on va dire que 80% du film est occupé par le fait de parler de la période de la Seconde Guerre mondiale et d'Enigma, la manière de craquer le code. Et les 20% restants, c'est soit des flashbacks sur son enfance, soit effectivement ce qu'on verra dans le dénouement du film sur les suites et les retombées. Qu'est-ce que tu as pensé de ce parti pris? Est-ce que ça méritait vraiment que ça prenne autant de place dans le film? Alors, en fait, moi, d'une manière générale, l'écriture de ce film me pose un problème. C'est-à-dire, je pense en fait que l'écriture aurait dû être beaucoup plus intelligente. Ouais. Je m'explique. C'est-à-dire, pour moi, c'est typiquement le genre de film où j'aurais aimé voir Aaron Sorkin écrire.
Pourquoi lui spécifiquement? Parce que lui, c'est, j'adore sa façon d'écrire justement, et il est très très bon justement pour ce point-là qui consiste à focaliser l'histoire d'une personne autour d'un événement, Ouais. tout en dispersant des éléments du reste de sa vie. Il le fait un petit peu. Alors bon, dans Social Network, ça compte pas énormément, puisque de toute façon, ça se passe sur 3 ans, toute l'histoire. Mais d'ailleurs, c'est lui qui fait le prochain film sur Steve Jobs, ou qui le scénarise uniquement. Oui, il scénarise, c'est tout. Avec Fassbender, ouais. Je pense que ça va envoyer du... Ouais. Le logo, le Steve Jobs Apple, et le logo d'Apple qui est dit, dont la légende dit qu'il a été designé d'après Turing. Voilà, et ce qui est marrant, c'est que ça a d'abord été confirmé par Apple, enfin par des dirigeants d'Apple, puis ça a été démenti. Par Jobs lui-même ou pas? Franchement, c'est trop flou. Je crois avoir vu une interview où Jobs disait « c'est faux, mais j'aurais bien aimé que ça me vienne à l'esprit parce que c'est assez joli ». Oui, et puis après, ça a été le démenti a été démenti. Ouais. Parce qu'on va peut-être préciser pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent peut-être pas la vie d'Alan Turing, mais qui ont décidé de regarder la préséance, même s'il y a des spoilers, que Alan Turing s'est suicidé en croquant dans une pomme au cyanure. Ou pas. Il a dit que c'était pour laisser le doute et pour permettre à sa mère de dire qu'en fait, il aurait peut-être pas commis un suicide. Que c'était peut-être un accident. C'était peut-être un accident parce que les pépins de la pomme contiennent du cyanure. Ouais. Il ne faut pas manger les pépins de pomme. Merci Wikipédia, j'ai fait mes devoirs aujourd'hui. Oui, non, mais c'est fascinant. Mais donc, tu aurais plutôt vu Aaron Sorkin, après cette longue digression, sur le scénario de Imitation Game. Alors, c'est pas juste pour avoir Aaron Sorkin, mais je veux dire, je trouve que l'écriture était un peu trop légère. Ouais. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est-à-dire que le choix, il fallait soit si on focalise sur Enigma, il fallait plus rentrer dans le détail, sans être nécessairement technique. Et ça, justement, c'est un truc que Sorkin sait bien faire. On l'a vu dans Social Network, on pige absolument tout ce qui se passe, sans avoir besoin de comprendre comment fonctionne un programme. Ouais. Parce que là, ils sont quand même le cul entre deux chaises dans le film. D'une part, ils essayent un petit peu d'aller dans la technique, et chaque fois qu'ils essaient d'expliquer comment la machine évolue et comment Turing l'a fait évoluer, personnellement, j'étais un petit peu perdu, justement. J'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait, alors que le film essayait de le dire à certains moments, mais sans aller assez effectivement en profondeur pour que ça permette vraiment au grand public de dire « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Donc finalement, je sais absolument pas comment ça s'est fait. J'étais pris vraiment selon des rouages purement scénaristiques et de pure narration. Donc ils étaient en train d'être contents que ça ait marché. Moi, j'étais content que ça ait marché parce que c'est bien construit, parce que la scène fonctionne. Mais pourquoi ça marchait, j'ai toujours pas vraiment compris. Donc, c'est ça. Et c'est là où aujourd'hui on peut être content parce que grâce à Internet, il y a des vidéos YouTube qui expliquent ça très bien. Oui, monsieur. Enfin, je dis ça. mais non, mais ils expliquent bien l'enjeu. Ouais. Ça, c'est bien. Ils prennent le temps d'expliquer vraiment l'enjeu de pourquoi est-ce qu'il faut casser ce code Enigma. Ils expliquent aussi, ça c'est un petit spoil, mais ils expliquent aussi pourquoi, même une fois qu'ils ont décodé, il faut quand même laisser des attaques allemandes se passer. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus important. Ça fonctionnait très bien. En termes en dramaturgie, ça fonctionnait quand ils se rendent compte que la première attaque, ils vont laisser passer parce qu'ils prennent conscience du fait qu'ils vont devoir jouer à Dieu et laisser les gens mourir. Et quand ils ont le frère d'un des mecs qui va mourir avec eux dans l'équipe. Ça, c'était trop. C'était trop ? Oui. Mais justement, ça peut paraître facile, mais moi, ça a fonctionné sur moi. Parce que pour le coup, ça incarne vraiment le dilemme auquel ils vont faire face. Pour le coup, ça montre qu'ils ne peuvent pas totalement rester extérieurs au délire. Et ça ancre vraiment la tragédie sous leur nez, quoi. Et ils ne peuvent plus juste fermer les yeux. Mais justement, je trouve que le dilemme aurait été plus fort s'il n'y avait pas eu un mec qui dit « Mais attendez, il y a mon frère qui aborde un des trucs ». Ouais. C'est plus fort de dire mais c'est des mecs, on les connaît pas, on sait pas qui c'est, genre, on les voit pas, on les a jamais vus. C'est plus moralement ambigu parce qu'il y aurait même pas eu peut-être de considération. Il y aurait une considération intellectuelle du fait de décider de la mort ou de la vie de certaines personnes, mais il n'y aurait pas une considération émotionnelle quelque part. Oui. Donc ça aurait été peut-être plus moralement ambigu, mais en termes de développement de personnages, je pense que ça a rendu le film encore plus plan-plan. Et je sais pas, j'ai vu une secousse narrative à ce moment-là du film qui m'a bien plu, enfin. Oui. Donc ouais. Même si après, je trouve que ils prennent tous un peu le pli en 3 secondes de dire ouais bon c'est vrai, je reconnais effectivement, on doit laisser le texte se produire. On peut pas faire ça, mais si, réfléchis. Ah oui, c'est vrai. On doit laisser le film se terminer surtout. Est-ce que Enfin, je pense surtout au fait, par exemple, que le titre même du film, The Imitation Game, donc tu me corriges si je me trompe, mais ça fait référence donc à un test que Turing a mis en place pour, en gros, différencier une intelligence humaine d'une intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Selon lui, la vraie bonne méthode pour déterminer si une intelligence artificielle est vraiment évoluée,
c'est de voir si... Alors ça doit se faire par forme de message, pour qu'il n'y ait pas d'interface, pour qu'on puisse pas voir que c'est une machine en face. Ouais. Et l'idée, c'est de dire, bon, ben, si je suis capable de discuter par message avec une intelligence artificielle et que je ne distingue pas, je suis pas capable de dire à la fin de la discussion si c'est un humain ou pas, bah, ça veut dire que ça imite suffisamment bien l'humain, donc on peut considérer que c'est une intelligence qui pense. Ouais. Et il y a d'ailleurs un bot sur Internet qui s'appelle Alice, qui est un des mieux réalisés à ce jour pour ça. Je retrouverai le lien, où on peut donc discuter avec Alice, qui est en fait juste un ensemble de programmes. D'accord, ok. C'est un peu ce qu'on trouve aussi avec Siri. Ouais, d'accord. Parce que pour le coup, donc c'est ce test de Turing, parce qu'il s'appelle pas Imitation Game, mais il s'appelle le test de Turing. Ils en parlent, ça devient le titre du film, donc on pourrait imaginer que cette thématique du flou possible entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle soit au centre du film, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est juste un joli titre, et c'est Ils super dommage. Ils en parlent 5 secondes. Ouais, parce que le fait qu'il donne le nom de son amour d'enfance à la machine, alors je sais pas pourquoi je mets des guillemets, c'était vraiment son amour d'enfance pour le coup, en tout cas dans le film. Dans le film, il lui donne donc il donne son nom à la machine, donc il humanise quelque part la machine dans son regard et tout ça, mais la thématique du flou entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine ne va pas au-delà de ça, quoi. Et est-ce que tu as vécu ça comme une frustration comme moi, ou pas? Bah, comme une frustration, oui et non. C'est-à-dire que, de fait, moi, j'aurais bien aimé qu'il parle aussi. Mais alors après, le problème, c'est voilà, c'est un film, ils sont obligés de faire des choix. J'aurais bien aimé qu'il parle justement de tout le boulot qu'il a fait sur l'intelligence artificielle, Ouais. mais également tout le boulot qu'il a fait après la guerre, sur la Ouais. morphogénèse, ce genre de choses. Et ils D'accord. en parlent pas. Mais c'est vrai que voilà, Imitation Game, ça claque comme titre de film. Je pense que c'est tout, en fait. C'est sûr. Bah oui, mais au bout d'un moment, ça claque, mais est-ce que c'est pertinent? Et justement, je pensais, une des qualités de ce film, c'est d'être assez strict et rigoureux par rapport à sa manière de raconter le sujet, même s'il se disperse un petit peu, au moins ce qu'il raconte, il essaie de le raconter de manière linéaire, claire. C'est juste. Même s'il y a des défauts par-delà ça, mais donc le titre c'est super important et c'est l'identité du film. Donc je comprends pas trop la démarche à ce niveau-là. C'est vrai pour le coup qu'après la guerre, dans le film, c'est juste montré en mode bon, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis pernère dans mon appart, je me fais cambrioler, c'est pas cool, mais c'est dommage qu'ils aient sorti tout ça pour le coup. Ouais. Et pareil, je veux dire, c'est un truc. Je pense qu'ils auraient pu prendre 2 minutes aussi pour parler de son procès. Ouais. Parce qu'à son procès, en fait, toutes les personnes qui bossaient avec lui justement sur le code Enigma sont venues témoigner pour expliquer qu'en fait, Alan Turing, c'était un mec qui était brillant, qui était adorable, que c'était pas du tout un pervers ni rien. Parce qu'à l'époque, donc, il était poursuivi pour perversion sexuelle et indécence manifeste. Putain, c'est incroyable que la législation anglaise et même dans d'autres pays ait perduré. Je me demandais jusqu'à quand ça avait perduré. C'est indiqué à la fin du film, c'est dans la fin des années 60, genre 67. Ouais, La par loi, là, ouais, justement. à peu près. Putain, la barbarie totale, quoi. C'est ça, c'était il y a 60 ans, quoi. Et putain, c'était il y a 60 ans. Enfin, c'est hallucinant, ouais. Et le truc, c'est qu'à son procès, justement, donc tous les gens qui ont bossé avec lui sont venus témoigner, sauf que, comme ils étaient tous tenus au secret, personne n'a pu dire ce que le monde lui devait. Ouais. Et donc, du coup, ça l'a pas sauvé. Et ça aussi, je pense, ça aurait fait un bon point dans le film, Ouais. d'indiquer que voilà, mais c'est secret, donc on ne peut pas en parler, donc ça ne compte pas. Ah, pour le coup, ça aurait été un ressort dramatique assez ouf, ouais. Bah ouais. C'est juste indiqué dans un cas, le carton traditionnel à la fin des films académiques, encore une fois, je reviens à cette classe de films C'est ça. assez particulière où à la fin, et ils sont devenus machin, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Au moins, on apprend effectivement que Gordon Brown s'était excusé du comportement du gouvernement anglais à Alan Turing, que la reine l'a gracié. Apparemment, Cumberbatch a demandé de gracier les 49 000 autres victimes de cette loi. Bah, toutes les victimes de cette loi, avec Stephen Fry, ils sont là-dessus en ce moment. D'accord. Mais là, pareil, tu vois, le carton de fin, voilà, ça c'est un truc qui m'a énervé parce que du coup, le film, globalement, je dis ça, mais globalement, j'ai passé un bon moment. Je veux dire, ce film est sympathique. Ouais. Mais la dernière image de film m'a gonflé. C'est quand donc il y a les écrans où ils disent voilà, en 2013, il a été gracié, etc. Et puis on dit, depuis les travaux de Turing, aujourd'hui, tout le monde utilise des machines de Turing. Et on les appelle des ordinateurs. Et ce truc-là, c'est un peu kitschou, quoi. On les appelle des ordinateurs. C'est bon, quoi. Ouais, je n'en veux pas. Il pouvait pas résister à un truc qui claque autant, quoi. Non, mais je veux dire, il y avait moyen de le faire, voilà. Il y avait moyen de le faire plus propre. Là, c'était vraiment. Attention, ça vient. C'est là. Voilà. Et boum. Ouais. Ah, c'est le côté hollywoodien classique, quoi. Il y a des choses qui sont faciles, mais il y a des ressorts qu'on apprécie quand même. Et ça fonctionne parfois. Comme
le mec dont la famille va mourir, là, ça fonctionne pour moi émotionnellement parlant. Je peux comprendre que ça soit un petit peu trop, mais après, c'est sûr que quand on connaît bien Turing, ça peut un peu lourder, j'en conviens. Maintenant, moi, il faut être clair aussi, parce que je dis tout ça, mais il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que moi, je suis un peu de mauvaise foi parce que j'avais déjà un parti pris en rentrant dans la salle. Ouais. C'est que le film, en fait, le sous-titre du film, c'est vous ne connaissez pas cette personne, mais elle a sauvé le monde, ou un truc dans ce genre. Et ça m'énerve, en fait, qu'on dise Alan Turing, vous ne connaissez pas cette personne. Donc, perso, ça m'énerve, ce qui fait que j'étais déjà énervé en arrivant. Ouais. Voilà, donc ça joue sans doute. Voilà, le film est sans doute mieux que je le dis. Comment, toi, tu aurais fait un film sur Turing? Quelle aurait été ta démarche? Est-ce que tu aurais fait un truc sur absolument toute sa vie? Tu te serais concentré sur une autre période? Comment t'aurais abordé la chose? Toi qui as une vision plus globale de la vie de ce bonhomme assez incroyable. Waouh. Alors, si j'avais dû faire un film sur la vie de Turing, je te dis ça comme ça à l'arrache, je pense que je serais parti du procès. En fait, je pense que j'aurais focalisé sur le procès, Ouais. en contextualisant de façon à ce que le mec soit, c'est-à-dire que limite, en prenant le parti pris de le présenter au début comme un pervers. Ouais. Comme un type qui est un pervers, qui est un dingo, enfin qui est tout ce que tu veux, et de raconter justement via les témoignages et de pouvoir reconstruire toute une partie de sa vie, ça aurait fait une partie du film, sans tout ce qui est secret. Donc ça nous aurait permis de parler notamment de la machine de Turing, qui elle n'était pas secrète, de tout ce qu'il a permis de mettre au point. Et ensuite, de raconter donc hors procès, et donc là ça aurait été sur la fin de sa vie pendant qu'il prenait donc sa cure d'hormones, là, de raconter justement toute la partie Enigma. Je pense que j'aurais fait un truc de dans ce flashback goût-là. pour le coup. Ouais, j'aurais peut-être fait un truc sous cette forme-là. Donc quelque chose qui a sur le retournement, sur justement l'appréhension publique qu'on a du mec, et en fait ce qui s'est réellement tramé derrière, qu'on découvre petit à petit. Mais est-ce que ce film n'a pas plus un rôle de toute façon d'introduction à Turing? Est-ce qu'à moins de faire vraiment un film de 3-4 heures, il est possible d'avoir une vue exhaustive de Turing dans un film grand public? C'est compliqué, si tu veux. Moi Turing, Ouais. pour moi, je le mets dans la même case que Tesla, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu plein de vies, et il y a beaucoup d'angles par lesquels on peut les approcher. Ouais. Donc effectivement, c'est compliqué. Ouais. Après, il est possible d'avoir d'autres biopics sur le bonhomme. Déjà, quand on voit sur Steve Jobs, ils sont en train de faire un nouveau, alors qu'ils avaient déjà fait le précédent avec... comment il s'appelle? Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, merci. Donc, Qui était pas mauvais d'ailleurs, hein, Steve Jobs. Ouais. S'il peut avoir une démarche différente et un peu plus expérimentale et un peu plus pour fouiller les autres zones de la vie de Turing, pourquoi pas? Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un personnage tellement important qui se prêtait tellement à ce genre de film que, de toute façon, en termes d'intention, on pouvait aborder ou commencer à aborder Turing sous le versant hollywoodien que par ce truchement-là, quoi. C'était obligatoire qu'il y ait ce genre de film qui soit, encore une fois, de bonne facture à la base, qui n'est pas critiquable vraiment sur ses intentions, mais qui est forcément blindé de défauts assez frustrants pour peu qu'on essaie d'aller au-delà d'introduction. C'est clair, voilà, mais je pense qu'effectivement, pour le grand public, c'est un bon film. Et d'ailleurs, moi, les gens avec qui j'en discute, les amis autour de moi qui connaissent pas du tout Turing, qui ont vu le film, me disent « Ah, il est excellent ce film, Ouais. Cumberbatch, il est top, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien machin. » Moi, à chaque fois, ça me fait « Ah !» Mais oui, mais je comprends. Ouais. En tout cas, personnellement, ça m'a rendu curieux sur la question de Turing. Donc, Ça, c'est bien. quand je serai en train de m'arracher les cheveux sur quelques théories de Turing, je saurai te contacter. Et tu me bloqueras parce que ça sera la 14e fois que je te demanderai. Mais on va pouvoir conclure là-dessus, je pense. Très bien. Merci beaucoup Mais écoute, de rien, merci à d'avoir toi. rejoint dans ce type d'après-séance que je ne sais pas si j'en referai à l'occasion, mais pourquoi pas. L'Internet permet des choses magiques, c'est magnifique. C'est fou. C'est absolument fou. Merci en tout cas, Bruce. Merci à vous d'avoir suivi et à très bientôt. Salut. Bye.